Et si vous preniez 20 ans d'avance sur le monde? Et si vous compreniez la direction que le monde prendra pour les 20 prochaines années? Cette vidéo tant attendue est la théorie que j'ai sur le Bitcoin. Bitcoin qui deviendra avec le temps une instance de régulation monétaire mondiale. Mais pour ça, nous devons revenir en arrière. Nous devons comprendre ce que c'est réellement la monnaie, Bitcoin, et l'économie en règle générale. Donc pour ça, nous allons découper cette vidéo en 3 grandes parties. La première, c'est le social et la politique, qui se ressemblent assez étroitement, puisque la bonne politique est un bon social. L'économie, en y ajoutant la finance, évidemment, puisque la finance est une branche de l'économie, c'est une conséquence du développement de l'économie. Et enfin, une alignation entre l'économie et le social pour rassembler les deux et mettre en perspective cette théorie sur Bitcoin. Alors avant ça, j'aimerais avec vous revenir sur une phrase qui est assez intéressante. Au plus on comprend le monde qui nous entoure, au plus il nous est compliqué de réellement l'aimer. Alors, cette phrase a 2 sens. La première, c'est que les gens aiment bien vivre dans le déni pour éviter de se faire froisser par la vérité, dans le sens où voilà, on a l'habitude de si on ne voit pas le problème, il n'y a pas de problème. Donc l'homme a souvent cette attitude à ignorer, à laisser de côté les choses qui le dépassent. La deuxième chose, c'est que effectivement, lorsqu'on accepte cette réalité, lorsqu'on comprend réellement le monde qui nous entoure, il nous est compliqué de l'aimer à 100% car il y a beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités, un gros manque de liberté, et le monde dans lequel nous vivons est par moments une très grosse mascarade sur laquelle nous allons revenir pas à pas. Démarrons immédiatement par ce premier chapitre qui est social et politique. Un peuple sans État existe, mais un État sans peuple n'existe pas. Évidemment, dans cette partie, nous allons beaucoup parler de l'État, du social en règle générale. Comment aujourd'hui on est arrivé dans une économie où les États font un petit peu la loi, où nous avons des personnes qui ont réussi à nouveau à reprendre le pouvoir, à de nouveau dominer le monde à travers l'argent. Nous allons voir tout ça en détail et nous allons commencer par le premier step à cette révolution qui est tout simplement la Révolution française. Petit retour en arrière, nous sommes au XVIIIe siècle, un siècle important puisqu'il va mettre en avant un concept que jusqu'à présent l'humain avait du mal à imposer, c'est le concept de liberté. On va y revenir ensemble, notamment avec un extrait de film qui est super intéressant et que vous devez sûrement connaître. Mais avant ça, on va déjà mettre en avant ce gros point qui est que jusqu'au XVIIIe siècle, l'humain ne pensait pas comme il voulait, ne faisait pas réellement ce qu'il voulait. Il était plutôt contraint de subir les choix et les envies d'une classe sociale qui était plus forte que lui. À ce moment-là, le monde était divisé en 3 grandes parties. Le clergé et la noblesse qui représentaient un peu l'intellectuel, une petite partie de toute la population, d'accord ? C'était une infime partie qui avait accès à l'éducation, à l'argent, vraiment à la liberté de vivre. Et l'autre partie était plutôt à ce qu'on appelait le peuple. C'était tout le reste, toutes les personnes, c'était 98% environ de la population, et c'était toutes les personnes qui étaient plutôt artisans, paysans, ce genre de choses qui étaient du coup considérées comme étant le bas de l'échelle. Donc cette rupture sociale avait un premier but concret, c'était de mettre en place, d'instaurer ce concept de liberté. Je vous remets cette scène du film Gladiateur qui est super intéressante, puisqu'en fait, quand on reprend ce film, on se rend compte que Maximus, même si c'est à l'époque des Romains, la trajectoire s'en est suivie jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait ce problème déjà d'esclaves. On avait beaucoup de personnes qui étaient esclaves d'autres hommes, et ça c'est encore une fois quelque chose qui n'existe plus trop aujourd'hui. Alors dans certains encore pays peu développés, on a ce concept encore d'esclaves, mais dans l'ensemble, ce que l'Amérique et du moins ce que l'Occident vend au monde entier, ce n'est pas un monde d'esclaves, c'est un monde libre, un monde où chacun peut vivre et demeurer comme il l'entend, comme il le souhaite, en respectant évidemment la liberté des autres. Mais du coup, on se rend compte de tout le long de ce film, en fait, la vraie quête de Maximus, c'est de récupérer sa liberté, d'accord ? Alors évidemment, de se venger de sa femme qui s'est fait tuer aussi. Mais le vrai concept a été avoir sa liberté. Et c'est historique, puisqu'au XVIIIe siècle, c'est ce que du coup l'humain a obtenu à la fin de ce XVIIIe siècle, à la fin de cette Révolution française, avec notamment ce dicton qu'on connaît beaucoup qui est liberté, égalité, fraternité, d'accord ? Et c'est un concept qui est nouveau, qui est neuf, et c'est surtout un concept qui a été accompagné par plusieurs autres théories qui sont très intéressantes et auxquelles nous allons revenir dans cette partie sociale et politique.
Donc évidemment, si l'esclavage est en grande partie aboli dans beaucoup de pays, il faut évidemment remplacer ce concept d'esclavage par un autre concept qui est plutôt le travail. Et en fait, vous avez du coup cette fameuse image que tout le monde a dans la tête de l'esclavage a été annulé, mais on l'a remplacé par le monde du travail. Et vous avez cette image magnifique qui est métro, boulot, dodo, qui représente vraiment bien la vie d'un esclave potentiellement qu'on pourrait avoir. Alors évidemment, c'est chacun sa façon de voir les choses. Certains sont très épanouis à avoir cette vie-là, puisqu'en réalité, l'argent que vous touchez, vous le dépensez dans ce que vous voulez. Vous pouvez très bien vous acheter une moto, vous pouvez très bien aller en vacances, etc. Donc en réalité, chacun a sa perspective de ce que c'est encore l'esclavage aujourd'hui. Beaucoup disent qu'on est toujours dans une forme d'esclavage, mais l'esclavage moderne. Moi, je trouve simplement qu'on est passé dans une optique qui est différente, dans une optique de responsabilité. On est plutôt allé chercher à responsabiliser les hommes et surtout à faire de eux des ménages et des consommateurs, des agents économiques auxquels maintenant il faut s'intéresser. Puisqu'en réalité, ces personnes-là maintenant ont un revenu, sont un poids dans l'économie et mis bout à bout, toutes ces personnes représentent une masse monétaire telle qu'elle, qu'il faut la considérer, qu'il faut l'étudier et qu'il faut s'en intéresser. Pour comprendre le social, il faut aussi comprendre l'économie puisque les deux sont associés. Comment on en est venu à avoir un social qui ressent le besoin d'être libre? Eh bien, c'est tout simplement aussi avec les premières pensées économiques qui étaient d'un marché libéral. Donc, en économie, l'avantage comparatif est le concept principal de la théorie traditionnelle du commerce international. Le tout premier qui a parlé de ce concept de commerce international, c'est Adam Smith, avec sa théorie en 1777 de libre-échange, qui voulait que tous les pays commercent entre eux pour non seulement améliorer leurs économies, mais surtout par la suite, et on l'aura compris, avec la théorie de Ricardo et de l'avantage comparatif, cela permet aussi aux pays de se spécialiser et donc de créer une production qui est ce qu'on va appeler échelonnée, qui est plutôt, on va dire, dispatché, comme on a l'habitude de voir dans une entreprise où vous avez, par exemple, le secteur de recherche et développement, le secteur de production, le secteur de comptabilité, etc. Eh bien, dans le monde entier, nous allons faire la même chose. Nous allons découper par secteur, par avantage comparatif, les différents États selon leur capacité de productivité par rapport à leur climat, à leur fonction, à ce qu'ils sont capables réellement de faire. La France notamment a été très très bonne en aéronautique par exemple, est toujours très bonne en vin, en fromage, en gastronomie. Et bien par exemple ça c'est un avantage comparatif et la France va par exemple commercer énormément de vin à travers le monde, ce qui va lui permettre de faire grossir son PIB et ce qui va aussi permettre aux autres de ne pas se spécialiser dedans et eux aller se spécialiser ailleurs. Et en fait ce concept là est très fort puisque à la fin il va mener à avoir tout simplement des États dominants par des secteurs qui sont dominants. On reprendra notamment un gros secteur qui est la finance, où vous avez l'Amérique qui est aujourd'hui quasiment numéro 1 et pendant très longtemps c'était l'Angleterre avec toutes ces grandes familles que vous connaissez, notamment les Rothschild, avec la banque Rothschild. Voilà, vous avez tout ce côté financier qui est un secteur où ils se sont spécialisés dedans. En fait, en fonction du secteur que vous allez choisir, vous allez pouvoir dominer ou non, plus ou moins, l'économie et plus ou moins le monde entier. Et les gourous d'Internet adorent opposer la pensée marxiste avec la pensée keynésienne, même si pour moi c'est très compliqué de les opposer. On peut les opposer sur un point léger et c'est évidemment sur le point de la monnaie. Pour Marx, il est clair que la monnaie n'a pas d'impact direct sur l'économie, c'est-à-dire que c'est avant tout un problème de productivité avant d'être un problème de monnaie s'il y a un déséquilibre dans le marché. Et pour Keynes, il est clair que c'est la monnaie qui cause le déséquilibre sur le marché puisque c'est la demande qui est mal tout simplement régulée. C'est un problème de demande. En fait, pour Marx a pris la variable de la demande et de l'offre et a dit voilà, ça se régule assez automatiquement par rapport au marché qui est naturel. Et en fait Keynes il a dit écoutez, en fait on peut même faire mieux que ça, c'est que pour éviter de connaître des gros déséquilibres ou du moins parvenir à les résoudre le plus rapidement possible, eh bien on peut réguler le marché en y mettant, on va dire, un côté un peu artificiel. Et c'est pour ça que Marx est magnifique dans le naturalisme du marché, dans le fait de laisser le marché se réguler. Et donc vous avez cette fameuse guerre froide qui a eu lieu par exemple, qui remet bien en avant ce concept
de monde bipolaire où à chaque fois voilà on a deux façons de penser qui s'opposent lourdement. Ces deux façons de penser, on va y revenir en détail, ne vous en faites pas, avec notamment Keynes et Marx qui ont été un peu des personnes qui ont alimenté ce côté d'opposition de pensée économique, politique, sociale, etc. Ce qui est vraiment important de noter aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui il y a deux camps, c'est parce qu'il a fallu créer un gagnant et un perdant. En fait, on n'aura jamais un monde unipolaire, pour la simple et bonne raison qu'un monde unipolaire serait un monde où nous pensons tous la même chose. Et si nous pensons tous la même chose quotidiennement, ça veut dire que nos actions, notre comportement vers l'économie, la finance, ferait qu'on aurait tous le même comportement. Et c'est impossible, puisque en réalité, on ne peut pas tous gagner. La perte de l'un fait la rémunération de l'autre. Et c'est en créant une psychologie inverse à la bonne psychologie que vous pouvez créer des perdants à votre ambition de gagner de l'argent. Alors la grande question, elle est simple, c'est que aujourd'hui, lorsque vous avez malgré tout un État d'un pays libéral, est-ce que cet État pour autant n'est pas en train d'oppresser son peuple, comme on pourrait avoir l'habitude de le voir en France, aux États-Unis, en Allemagne ou encore en Italie, qui restent quand même des pays qui ont une approche, on va dire, keynésienne et capitaliste aussi de leur monde. Alors ce n'est pas pour autant que Marx n'était pas capitaliste et on reviendra dessus, simplement que cette approche de régulation permet de créer un optimum dans l'économie, puisque en régulant le marché, vous vous assurez de satisfaire un maximum de demandes par rapport à l'offre disponible. Donc ce précurseur de la régulation socio-économique qui s'appelle John Maynard Keynes, qui est pour moi encore une fois un très grand monsieur et qui a révolutionné l'économie comme on la connaît aujourd'hui, a apporté en 1936 une théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Donc pour ça, il va réfuter la loi de Say selon laquelle l'offre et la demande seraient toujours en équilibre parfait. Voilà, selon Keynes, pour lui, il n'y a pas d'équilibre parfait entre l'offre et la demande. Au contraire, il y a des déséquilibres qui, du coup, doivent être soutenus par une intervention conjoncturelle, d'accord, pour soutenir cette fameuse demande et surtout stimuler l'investissement. Donc en fait, Keynes, il commence à mettre en avant ses premières étapes de régulation. Il est en train de dire que le marché n'est pas parfait. Par contre, nous pouvons le réguler à certains moments avec une intervention conjoncturelle, donc sur l'instant T, sur une certaine période, pour soutenir une demande et surtout stimuler l'investissement, ce qui permet de garder un cap sur une croissance économique. De plus, il démontre que les salaires nominaux ne sont pas pleinement flexibles. Les travailleurs refusent le plus souvent une baisse de leur rémunération qu'il aurait garantie par contrat. Alors la petite parenthèse importante à préciser avec Keynes, c'est que Keynes a fait une constatation qui est super simple, c'est que les ménages consomment moins que ce qu'ils gagnent, de sorte à qu'ils puissent épargner un petit peu. Et donc forcément, une baisse des revenus des ménages mène à une baisse de la consommation des ménages. Et en fait, c'est toute la théorie de Keynes. Keynes aujourd'hui a été l'un des premiers hommes à mettre en avant ce concept de OK, on a terminé avec l'esclavage, on a terminé avec tout simplement le fait que l'argent était compliqué d'accès. Aujourd'hui, voilà, les ménages sont des agents économiques, sont des acteurs de l'économie et donc il faut les analyser. Et ce qu'on constate, c'est que ces ménages se comportent d'une certaine façon qu'on peut, entre guillemets, anticiper et qu'on peut surtout réguler de sorte à les amener à se comporter de la façon qu'on le souhaite à certains moments dans l'économie pour ne pas créer de déséquilibre en jouant par exemple avec les taux d'intérêt, c'est le principal, avec l'investissement. Lorsqu'il y a trop de masse monétaire, pour éviter tout simplement une hyperinflation du cours, on va augmenter les taux pour canaliser l'impression, pour, on va dire, démotiver certaines personnes à emprunter maintenant et à attendre un peu plus longtemps que la masse monétaire tout simplement se canalise, se stabilise. Et les gourous d'internet adorent opposer la pensée marxiste avec la pensée keynésienne, même si pour moi c'est très compliqué de les opposer. On peut les opposer sur un point léger et c'est évidemment sur le point de la monnaie. Pour Marx, il est clair que la monnaie n'a pas d'impact direct sur l'économie, c'est-à-dire que c'est avant tout un problème de productivité avant d'être un problème de monnaie s'il y a un déséquilibre dans le marché. Et pour Keynes, il est clair que c'est la monnaie qui cause le déséquilibre sur le marché, puisque c'est la demande qui est mal tout simplement régulée. C'est un problème de demande. En fait, pour Marx a pris la variable de la demande et de l'offre et a dit voilà, ça se régule assez automatiquement par rapport au marché qui est naturel. Et en fait,
Keynes il a dit écoutez, en fait on peut même faire mieux que ça, c'est que pour éviter de connaître des gros déséquilibres ou du moins parvenir à les résoudre le plus rapidement possible, eh bien on peut réguler le marché en y mettant, on va dire, un côté un peu artificiel. Et c'est pour ça que Marx est magnifique dans le naturalisme du marché, dans le fait de laisser le marché se réguler tout seul, c'est super cher, et bien voilà, tant pis, il n'y aura personne qui en achètera, et tant pis, on s'arrêtera là. Alors que la pensée keynésienne, la pensée de la régulation, est plutôt à aller créer de l'artificiel sur le marché. On le reprend avec la régulation qu'on a eue avec le quantitative easing, qui est le fait que la banque centrale maintenant peut acheter des titres directement sur le marché primaire. C'est un type de régulation et c'est créer de l'artificiel, c'est créer une demande artificielle qui n'a pas lieu d'exister, mais c'est tout simplement un comportement keynésien adopté évidemment par l'Occident et l'Amérique. Et donc en fait, c'est grâce un peu à la Seconde Guerre mondiale et à la dépression de 1929 que les travaux de Keynes vont prouver l'inverse sur cette monnaie, sur cette histoire que aujourd'hui, la monnaie est la cause principale des déséquilibres économiques, puisque en fait la monnaie représente tout simplement la demande qui est une variable de notre marché, d'accord, qui est aussi impactée par l'offre, mais ça c'est encore différent. Ce qu'on peut réguler, et du moins ce qu'on peut influencer, c'est la demande. C'est une révolution, nous sommes au XXe siècle, et nous allons à partir d'aujourd'hui manipuler la demande de sorte à l'emmener là où on veut qu'elle soit. Cette première partie étant terminée, nous pouvons entamer la deuxième partie qui concerne l'économie et la finance, puisqu'en réalité nous venons simplement d'encadrer le monde dans lequel nous vivons. Je voulais simplement que vous compreniez comment on en est arrivé là, comment le capitalisme et comment la régulation et les États sont à ce niveau à ce jour. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'économie et la finance, et d'ailleurs, l'économie n'est que le résultat monétaire des différents comportements sociaux, vous l'avez compris, et c'est pour ça que l'économie passe après cet aspect social. Il me fallait d'abord vous mettre en avant comment l'humain pense pour comprendre comment l'humain va agir. Maintenant qu'on sait que la monnaie sert de demande par les agents économiques sur le marché, on va s'intéresser en profondeur à ce qu'est concrètement la monnaie dans l'économie. Donc pour ça, on va déjà s'intéresser à ses fonctions et je vous propose un petit exemple assez bateau pour que vous compreniez réellement la place de la monnaie dans l'économie. Donc vous vous baladez tranquillement dehors et puis vous tombez sur un billet de 10 €. Vous avez conscience que ce billet de 10 € ne vous a pas rendu riche. Par contre, il vous sert à acheter potentiellement des croissants. Et c'est du coup la première étape de la monnaie, c'est que la monnaie vous permet d'avoir un étalon de valeur sur vos capacités financières dans l'économie et de savoir qu'est-ce que vous pouvez vous approprier ou non. Donc vous partez tranquillement à la boulangerie, chercher ces fameux croissants et arrivé devant la boulangère, vous allez lui tendre votre billet de 10 € et elle va vous tendre 3 croissants. Donc là, à ce moment-là, vous allez faire ce qu'on appelle un échange de valeur. Vous allez échanger votre argent et elle va échanger sa production. Ok ? Là, elle va aussi rajouter quelques petites pièces qu'elle va vous rendre. Elle va vous redonner la monnaie. Cette monnaie, vous pouvez la mettre dans votre poche et vous pouvez l'utiliser demain, admettons, pour acheter d'autres croissants. Vous êtes alors dans une situation de réserve de valeur. Ok, la monnaie est conservée, la monnaie est entre guillemets stabilisée, de sorte à qu'elle garde la même valeur au fur et à mesure que le temps passe. Alors évidemment, vous avez ces concepts d'inflation derrière qui vont entrer en compte. Pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. On est vraiment dans ces trois fonctions où le but, c'est pas de vous lever le matin et par exemple, comme le Bitcoin pourrait faire, avoir perdu 10% de sa valeur comme ça d'un coup, sans raison. D'accord, une monnaie a quand même une fonction assez stable. On essaye de garantir sa stabilité un minimum. Vous avez ensuite les trois formes de la monnaie métallique. Donc là, on peut remonter jusqu'au temps de Crésus. Les premières pièces d'or ont été inventées environ à cette période-là. La monnaie fiduciaire, on est plutôt aux alentours du 19e siècle, où là, ça s'est vraiment bien démocratisé. On a commencé à avoir énormément de billets qui se sont créés. Et la troisième, c'est la scripturale. Là, c'est arrivé plutôt au 20e, avec le développement de la technologie et notamment du système bancaire qui s'est lourdement développé. Le scriptural, c'est vraiment plutôt l'écriture bancaire. C'est ce qui a permis de créer les crédits, ce genre de choses, faciliter du moins l'écriture de la monnaie. Les dominances, c'est ce qui est le plus important pour moi, puisqu'en réalité, c'est bien de connaître sa fonction et sa forme, mais c'est bien aussi de comprendre comment une monnaie, elle domine dans l'économie, puisque si elle est
facteur de déséquilibre économique, eh bien, il faut comprendre comment sa dominance peut être augmentée ou diminuée de sorte à pouvoir garder un contrôle sur la monnaie. Donc, l'une des premières dominances, et c'est la plus connue et c'est la première qui a existé, c'est la dominance souveraine. D'accord ? L'obligation d'État, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment déjà, et ces obligations sont tout simplement de la dette souveraine. Pour rappel, 33 000 milliards de dettes, c'est ce que l'Amérique a contracté depuis tous ces siècles, entre guillemets, et évidemment, vous vous doutez bien que les mecs qui ont prêté cet argent-là, ils en ont après le dollar, d'accord ? Ils sont en train de surveiller le cours, ils veulent s'assurer que le dollar ne s'effondre pas, parce que s'il s'effondre, la dette américaine ne vaut plus rien. La deuxième façon, c'est le contractuel, c'est le pétrodollar, c'est ce que vous connaissez. Alors évidemment, on reviendra pas à pas sur à chaque fois les dominances, vous en faites pas, je passe juste rapidement dessus. Le contractuel, le pétrodollar, d'accord, vous allez contraindre un pays ou plusieurs de passer par votre monnaie pour aller faire des transactions régulières et importantes, de sorte à que votre monnaie, du coup, soit entre guillemets obligée d'être stable, puisque c'est en avantage à tous qu'il y ait un dollar stable lorsqu'on va aller commercer pour acheter du pétrole. La dernière dominance, c'est la nouvelle, c'est la toute dernière, celle qui est arrivée récemment, je vous dirais depuis les années 90-2000, on reprendra un graphe qui reprendra vraiment ce point-là de la dominance financière, mais du coup c'est la dominance par la finance, le Nasdaq, Apple, ces contrats libellés en dollars et qui poussent les investisseurs à s'en approprier pour s'acheter ces actifs qui sont les actifs certes à risque, mais qui donnent une plus-value elle aussi derrière, plus-value évidemment exprimée elle aussi en dollars. Donc on va revenir à la dominance souveraine et voici devant vous plusieurs graphiques de notamment l'Occident et l'Amérique qui défilent et qui montrent le taux d'intérêt des obligations d'État sur 10 ans. Donc c'est ce qu'elles vous reverseraient tous les ans sur 10 années si vous achetiez une obligation de 1980 à 2020. Et qu'est-ce qu'on peut constater en grande majorité ? C'est que la tendance de fond, elle se retourne dans l'autre sens. On a l'impression qu'on va s'endetter de plus en plus cher et que donc cette dominance souveraine qu'on a l'habitude de connaître par le fait de créer beaucoup de dettes d'État pour que notre monnaie devienne un peu la star de l'économie, eh bien ça va commencer à s'estomper et de moins en moins de personnes auront la possibilité d'imposer leur monnaie de cette façon, et on pense notamment aux BRICS qui vont arriver avec une nouvelle monnaie dans l'économie et qui donc malheureusement n'auront peut-être pas la chance d'y créer une lourde dominance à travers la souveraineté. Donc avec vous, je voudrais reprendre aussi cette phrase de Klaus Schwab qui complète un peu cet aspect coût du crédit qui va de plus en plus augmenter. Voilà, ma théorie, c'est que on n'est pas dans une dynamique où on va avoir des taux baissiers sur le long terme. Au contraire, au plus on va avancer dans les années et au plus je sens les taux d'intérêt qui vont stabiliser à des hauteurs qui sont catastrophiques et qui vont obliger les investisseurs à trouver des actifs à bon rendement, à gros rendement. On pense évidemment à ça, aux crypto-monnaies qui sont une classe d'actifs qui donnent des performances qui sont quand même assez remarquables. Et pour revenir à cette phrase de Klaus Schwab qui dit « Vous n'aurez rien et vous vivrez heureux », ce qu'il met en avant, ce n'est pas du tout une situation anarchiste, il met simplement en avant la non-accessibilité qu'on aura sur les prêts, la non-possibilité que les gens auront d'aller contracter habituellement des prêts à la consommation, ce genre de choses, et donc rendre la location, par exemple. On voit de plus en plus d'entreprises qui vous permettent d'emprunter des télés, d'emprunter des canapés, de louer des téléphones, ce genre de choses, qui va mettre en aspect cette idée de location. Vous ne posséderez rien à proprement parler, mais on vivra tout autant heureux. Pourquoi ? Parce que on sera simplement en absence de propriété et non en absence, on va dire, de besoin. Dans le sens où on n'aura pas on ressentira pas le besoin d'avoir plus envie de se loger. On pourra toujours se loger, certes, mais on aura plus de difficultés à être propriétaire, par exemple, de son logement. Alors avec vous, je voulais revenir ensuite sur cette dominance contractuelle parce que l'histoire elle est folle. Avant même qu'on ait le pétrodollar en 74 pour couvrir un peu cette utilité du dollar et créer cette dominance contractuelle, souvenez-vous qu'on avait à partir de 44 jusqu'à 71 les accords de Bretton Woods qui eux aussi étaient un accord autour duquel nous avions un dollar qui devait être indexé à l'or. Donc tout au long de son histoire, le dollar a toujours réussi à trouver contrat pour y mettre dominance. Et ce point de dominance contractuelle va être très important et vous allez le comprendre parce que en réalité, cette
possibilité d'avoir une monnaie unique et référentielle dans le monde, ça va commencer à devenir de moins en moins possible puisque maintenant les BRICS veulent imposer leur monnaie. Vous vous doutez bien, les Américains, eux derrière, ils vont pas forcément chercher à se plier à leurs règles, ils vont plutôt continuer avec leur dollar ou du moins ce qu'ils peuvent faire au maximum pour éviter de passer par les BRICS. Donc si la dominance souveraine s'avère être compliquée dans les prochaines années avec des taux qui n'ont pas cessé de monter, si la dominance contractuelle va s'avérer être de plus en plus compliquée à imposer de par un monde totalement bipolaire et qui souhaite aujourd'hui changer la partie, nous retrouvons alors la dominance financière qui, je le rappelle, ne veut pas dire être plus qu'eux, mais plutôt être meilleur qu'eux. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc avant ça, il faut évidemment s'intéresser à ce que c'est cette masse monétaire. On en parle depuis le départ, mais concrètement, à quoi on s'attend quand on dit masse monétaire ? La masse monétaire correspond à la quantité de monnaie. Donc souvenez-vous les différentes formes de monnaie. Là, on a fiduciaire et scripturale. Alors évidemment, la métallique est aussi prise en compte dans la masse monétaire. En fait, c'est la globalité de la monnaie qui circule dans une économie à un moment donné. Donc ça peut être la zone euro, la zone US. Donc là, dans notre exemple, c'est la zone euro. Cette masse est évaluée, pilotée et réglementée par la Banque centrale européenne. Donc on voit très bien encore une fois cette approche keynésienne qui est de régulation, de stabilisation, qui permet du coup une intervention d'une instance publique pour réguler le marché et retrouver encore une fois un côté plus artificiel et beaucoup moins naturel. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est la masse monétaire, voyons de quoi elle est composée, puisqu'en réalité la masse monétaire représente 3 fragments, M1, M2, M3, avec notamment M2 qui nous intéresse nous, puisque ça correspond à tout ce qui est actif à rendement, tout ce qui concerne le Nasdaq, Apple, Bitcoin, ce genre de choses. Les ETF, en règle générale, M3 est plutôt axé sur l'obligataire et M1 correspond plutôt à la méthode de paiement déjà disponible. Donc votre compte courant, l'argent que vous avez sur votre lit, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir M2. Comme vous pouvez le constater, M2 prend une phase exponentielle depuis maintenant plusieurs décennies et c'est le cas toujours aujourd'hui. On peut voir la rupture en 2007 de l'obligataire. On a ce départ de dédollarisation via les obligations d'État américain. Alors on va pas forcément revenir sur le sujet, mais voilà, vous voyez bien que vous avez ce côté M2 qui poursuit encore sa hausse puisque c'est soutenu par le quantitative easing, par une demande artificielle, par une impression monétaire et mis ensuite dans cette masse monétaire M2, et vous avez de l'autre côté M3 lui qui est plutôt défaillant puisqu'en réalité vous avez de moins en moins de personnes qui s'approprient de la dette américaine et surtout vous avez beaucoup plus de gens qui commencent à revendre leur dette américaine et à essayer de s'en débarrasser. Donc qu'est-ce que c'est concrètement M2 ? À quoi ça correspond dans l'économie ? Eh bien en fait tous ces contrats que vous voyez libellés en dollars correspondent à M2. Donc là devant vous, vous avez le Nasdaq qui est du coup l'indice des 100 valeurs technologiques cotées en bourse à la bourse de New York, qui est coté à 19 695. Alors c'est là où je vous fais cette vidéo, évidemment, depuis la bougée. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans cette analyse et dans cette lecture de graphique, en fait, de data du moins, c'est de voir que c'est exprimé en dollars et que donc, si vous voulez vous l'approprier, et surtout si vous allez générer de la plus-value, vous allez générer de la plus-value en dollars. Donc si vous gagnez, admettons, de l'argent via le Nasdaq, et bien ce que vous allez gagner en ayant acheté cet indice, en ayant investi dans cet ETF, et bien ce sera des dollars, et c'est un point qui est extrêmement important de souligner puisqu'en réalité c'est ça qui va renforcer la dominance du dollar. Quand on parle de dominance financière, en fait on parle de la plus-value qu'il va être générée sur l'actif qui est libellé en la monnaie concernée, et du coup de créer une sorte de dominance par la plus-value dans l'économie. Tellement les gens gagnent de l'argent dans ces actifs qui sont libellés en dollars que la présence du dollar dans l'économie se fait très forte. Alors on a l'exemple pareil aussi pour le CAC 40, là on est plus sur l'indice français et cet indice est libellé en euros et donc forcément quand le CAC 40 fait des plus hauts, et bien la valeur qu'il génère, et bien il crée du rendement en euros, ce qui renforce aussi la dominance en euros. Alors ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'aujourd'hui les monnaies qui sont les plus dominantes sont les monnaies qui ont des actifs, des indices boursiers qui sont les plus dominants. On reprendra l'UK 100, le CAC 40, le GR 30, mais aussi à côté de ça le Nasdaq, le Dow Jones ou le SP 500.
Donc ce que vous devez noter, c'est que l'encours fait partie intégrante de la masse monétaire. Donc lorsque vous avez BlackRock qui vous explique qu'elle a 10 646 milliards de dollars de gestion d'actifs, et bien en réalité c'est de l'encours, d'accord? C'est ce qu'elle est en train de générer actuellement avec sa gestion d'actifs, la plus-value qu'elle génère. Donc évidemment, il y a sa part d'actifs qu'elle possède, qu'elle a acheté, mais dans ces 10 646 milliards, il y a une partie d'encours de dollars qui sont en train d'être générés, en train d'être gagnés par rapport au placement qu'elle a généré. Et donc elle améliore la dominance financière du dollar, puisque vous voyez, ce qui est exprimé, c'est exprimé en dollars. Au plus elle génère de la plus-value dans ses actifs et au plus elle renforce la présence du dollar dans l'économie. Donc le vrai point intéressant, ça va être de voir comment l'Amérique va continuer à dominer financièrement, puisque quand je vous parle du Nasdaq, du SP500, du Dow Jones, vous avez tendance à me dire que effectivement il y a une dédollarisation, il y a un désintérêt auprès du dollar qui se fait, et donc cette dominance financière avec cette plus-value générée en dollars sur ces actifs pourrait s'avérer à l'avenir être de plus en plus obsolète. Alors comment l'Amérique va remédier à ça et par quelle façon l'Amérique va continuer de dominer financièrement? Alors vous avez devant vous IBIT qui est l'ETF de BlackRock sur le Bitcoin, et cet actif a deux particularités, puisqu'en premier lieu c'est un ETF basé uniquement sur le Bitcoin, donc c'est-à-dire qu'il suit parfaitement le cours du marché, et la deuxième chose c'est qu'il est liblé en dollars, donc il remet encore une fois cette dominance sur le marché du dollar, cette dominance financière. Mais alors qu'est-ce que c'est concrètement ces ETF Bitcoin et qu'est-ce que c'est cette demande lourde qui arrive sur le marché? Eh bien, vous avez devant vous la représentation de Bitcoin dans le cadran orange et vous avez différents acteurs qui sont en train de prendre possession de ce dernier. Alors on a effectivement le célèbre portefeuille de Satoshi qui possède une très grande partie de Bitcoin, il en a plus de 1 million dans son portefeuille, mais on se rend compte que progressivement des actifs comme IBIT, de l'ETF de BlackRock, je vous le rappelle, ou GBTC, qui correspond plutôt à l'ETF de Grayscale, tous ces ETF ont pour objectif progressivement, à force de devenir des capitalisations boursières de plus en plus grandes, à force d'avoir de plus en plus d'intervenants qui passent par leurs ETF pour intervenir sur le Bitcoin, eh bien, ils commencent à prendre possession progressivement de la demande de Bitcoin et donc ils deviennent à eux tout seuls progressivement Bitcoin. Donc en fait, vous l'aurez compris, au plus BlackRock obligera les investisseurs à acheter du Bitcoin via son contrat IBIT, et au plus Bitcoin deviendra dollar, puisque ce contrat est liblé en dollars, et permettra donc de maintenir une dominance financière. Évidemment, encore une fois, on a ce portefeuille de Satoshi, on a d'autres intervenants qui font qu'ils n'ont pas encore la pleine demande de Bitcoin, mais l'objectif de BlackRock, vous l'aurez compris, à l'avenir, c'est de devenir la demande principale de Bitcoin, et grâce à ça, donc, on va avoir le phénomène dont je vous parle depuis le départ. Si on reprend les travaux de Keynes et qu'on remet en place correctement ce qu'il a théorisé avec ce concept de si on influence la demande, alors on régule le marché, eh bien, si BlackRock devient la demande de Bitcoin, alors BlackRock régule Bitcoin, et si Bitcoin est IBIT, alors BlackRock régule le dollar à travers Bitcoin. Donc ce concept, encore une fois, de BlackRock qui devient la demande de Bitcoin reprend, comme je vous le dis, les travaux de Keynes, puisque Keynes mettait vraiment en avant cette idée de régulation monétaire. Donc en fait, en ayant une influence sur la demande, il y a possibilité de pouvoir réguler le marché, d'éviter les déséquilibres et du moins d'influencer le comportement de ces derniers. À rappeler, et je vous vois déjà venir à me dire que oui, il y a encore de l'offre qui peuvent être émises de Bitcoin et donc influencer le cours. On est à quasiment plus de 19 millions de Bitcoin émis sur les 21. Je vous garantis que le peu de Bitcoin qu'il reste à émettre ne sera pas aussi influent que ça comparé à ce qu'on peut faire avec la demande, avec cet ETF de BlackRock, avec IBIT, et du moins ce qu'il est capable de créer comme déséquilibre sur le marché à lui tout seul pour parvenir à continuer de réguler via une dominance financière le dollar, et donc en ayant le côté dominance souveraine obsolète de par, encore une fois, ces taux d'intérêt qui sont très hauts et donc il est très compliqué de pouvoir continuer de dominer par la dette. Ce côté contractuel qui devient de plus en plus obsolète aussi de par des BRICS qui veulent avoir leur
propre indépendance, on va dire, vis-à-vis du dollar. On a uniquement cette dominance financière où BlackRock et l'Amérique en règle générale pourraient redorer le dollar et lui permettre de survivre à ce qu'il attend. Et notamment, ce qu'il attend, c'est cette dédollarisation des économies internationales. Alors, on y retrouve un peu l'utopisme de ce monde futuriste que de grands écrivains écrivaient déjà au XXe siècle, où on avait cette image de un monde contrôlé par de grandes entités et non plus par des États. Et en fait, on s'y rapproche un tout petit peu. Alors voilà, je ne suis pas du tout dans une idéologie anarchiste ou ce genre de choses. Simplement, on retrouve réellement ce poids que les entreprises, puisque BlackRock est un fonds d'investissement avant tout, le poids que les entreprises peuvent avoir à l'avenir sur notre portefeuille, sur notre capacité financière, puisqu'en réalité, voilà, même si demain, nous ne passerons plus forcément par ce qu'on appelle le dollar à proprement parler aujourd'hui, ou l'euro comme on connaît, on passera peut-être plutôt par des monnaies numériques, on reste quand même dans une influence sur notre monnaie de par ce Bitcoin qui va être effectivement le patron de toute cette future économie dans laquelle on va arriver. On va y venir dans la conclusion, vous allez comprendre qu'on change aussi de système. Mais dans l'idée, voilà, on a cette image assez futuriste des entreprises qui ont contrôlé un peu le monde, qui contrôlent un peu l'argent, et en fait c'est via, je pense, cet actif que ça va pouvoir se faire, et notamment les grands noms sont déjà un peu tracés. BlackRock est en train de réaliser, je pense, le plus gros braquage de ce 21e siècle, et surtout est en train de remettre un second souffle pour 40 prochaines années, je pense, facile pour le dollar, et lui redonner un nouvel espoir, une nouvelle porte de sortie. Bitcoin était donc la solution depuis 2007, depuis 2008 qu'il a été conçu et 2009 qu'il est vraiment en circulation. C'est la solution au problème non seulement de rendement, puisque comme je vous ai dit, les taux d'intérêt vont être assez élevés, on aura beaucoup de difficultés à aller emprunter de l'argent, ou du moins si on emprunte, il nous faut un actif, quelque chose qui nous donne du gros rendement pour rentabiliser les taux d'intérêt. Les crypto-monnaies répondent extrêmement bien à ce problème de rendement, à cette capacité de les faire du 100% sur quelques mois ou quelques années. Enfin voilà, c'est vraiment des performances qui sont assez extraordinaires. Vous avez à côté de ça aussi une naissance d'un actif qui va un peu répondre à une demande internationale, puisque Bitcoin n'appartient en réalité à personne. Voilà, ceux qui n'ont pas compris les ETF ne comprennent toujours pas que BlackRock peut devenir Bitcoin en réalité. Voilà, ça encore une fois, c'est une approche du marché qu'il faut avoir, et c'est une image du marché qu'il faut réussir à se donner. Mais dans l'idée, voilà, personne ne comprendra cette carotte américaine pendant les 20 prochaines années. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez vraiment avoir 20 ans d'avance sur le marché, puisqu'en réalité, voilà, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se produit actuellement. Les gens ne s'en rendent pas compte, les gens sont euphoriques à cette demande, mais ils ne comprennent pas ce que c'est réellement une demande sur le marché. Donc vous avez ce côté contractuel qui va être de plus en plus obsolète et dont l'Amérique a conscience et le sait très bien, et donc il aurait cette porte de sortie Bitcoin qui est un actif qu'ils ont réussi à mettre en dollars, puisque l'avoir liblé en dollars à travers cet ETF IBIT, c'est tout simplement indexer un peu le Bitcoin au dollar, c'est redonner un second souffle au dollar, une nouvelle raison d'exister. Et donc voilà, vous avez aujourd'hui ce braquage que BlackRock est en train de réaliser et ce second souffle surtout qu'il donne à l'Amérique. Donc beaucoup d'informations ont été un peu données dans cette vidéo, donc on va essayer de tout centraliser, on va essayer de tout regrouper et on va se donner une conclusion économico-sociale qui répond en fait tout simplement à notre présent et qui pourrait anticiper un tout petit peu le futur. Voilà, encore une fois, mon but c'est pas forcément de me faire une bulle autour de ça, mais simplement de vous apporter vraiment cette utilité de Bitcoin, puisqu'aujourd'hui voilà, on dit oui, Bitcoin, les transactions c'est pas forcément le plus rapide, il y a tel crypto qui le rivalise, il y a tel crypto qui sait faire ça en plus que Bitcoin, enfin bref, aujourd'hui Bitcoin est vraiment reconnu comme étant juste Bitcoin Cash, de l'argent, et c'est tout l'objectif, c'était ça le principe de base de Bitcoin, simplement une machine à cash, c'est ce qui va permettre de réguler la masse monétaire économique. Donc au plus vous connectez les choses et au plus vous comprenez les choses. Donc là vraiment notre objectif ça va être d'avoir toutes ces datas, de les connecter entre elles et de le comprendre par rapport à notre monde actuel, à quoi sert réellement Bitcoin et à quoi il pourrait servir à l'avenir concrètement. Donc sur l'aspect un peu politique et social, vous vous en doutez, et on le voit, on entend à travers les discours de grands économistes qui se permettent un peu de cracher sur les banques centrales, on a un gros problème au niveau de ces banques centrales et des banques en règle générale, puisque voilà, on a compris qu'elles ont le pouvoir, qu'elles font un peu n'importe quoi avec notre économie, et elles vont commencer à devenir de plus en plus obsolètes. Et c'est ça un peu aussi ce virage qu'on prend avec ces crypto-monnaies, c'est que les banques centrales n'auront plus la même influence qu'elles ont aujourd'hui quand elles régulent avec les taux d'intérêt. Ça n'aura plus le même impact à l'avenir, puisque voilà, moi je vois vraiment une hausse très forte des taux d'intérêt encore sur les années à venir, et
une influence qui va être de plus en plus faible sur le marché monétaire, puisqu'en réalité, à force d'augmenter les taux, au bout d'un moment, ça n'a plus la même influence que d'habitude. La monnaie va alors réagir d'une autre façon et les gens vont s'habituer à ça, et des actifs à rendement assez élevé pour subvenir au taux d'intérêt et en même temps subvenir à nos besoins. Donc voilà, on va avoir plusieurs façons de pouvoir sortir de ces gros taux d'intérêt sans forcément y perdre beaucoup de plumes. Néanmoins, voilà, ils seront présents, il sera très compliqué d'emprunter. Je pense qu'il y aura des grandes difficultés à être propriétaire de quoi que ce soit, et notamment on a aussi un côté étatique qui est menacé. Évidemment, si vous avez un problème, on résume souvent l'État à la monnaie. On dit oui, si un État existe, c'est parce que on a besoin de un peu s'occuper de la monnaie correctement, redistribuer intelligemment, etc. Et si demain la monnaie est un peu perçue différemment, forcément l'État aura aussi beaucoup moins de place, je pense, au cœur de notre société, dans le sens où on sera, je pense, dans un peuple qui sera quand même beaucoup plus souverain. On aura beaucoup plus de possibilités à aller chercher à faire entendre notre voix, à apporter plus de solutions aux problèmes qu'on rencontrera dans le monde. Donc pour revenir à notre 18e et s'intéresser vraiment au système dans lequel on va passer et dans lequel on est actuellement et celui qui a précédé, on avait avant un système monétaire, d'accord? Donc c'était plutôt par rapport aux États. Les banques et les banques centrales n'étaient pas encore très présentes, donc c'était vraiment l'État qui gérait tout ce qui était un peu monnaie, d'accord? On avait beaucoup d'influence par rapport à ça. Très vite, les banques se sont développées, les banques centrales sont arrivées, on est passé dans un système bancaire. C'était plutôt la banque centrale, les banques commerciales, etc. qui étaient créatrices de monnaie, et ça s'est un peu centralisé. Ok, aujourd'hui, souvenez-vous de ce qu'on s'est dit juste avant, les banques centrales et les banques commencent un peu à devenir obsolètes. On est un peu méfiant de son banquier, on a conscience que la banque centrale, c'est pas non plus notre amie, elle fait un peu n'importe quoi avec l'économie. Et en fait, on s'apprête progressivement à passer sur ce qu'on appelle un système numérique, un système qui fait appel à la transparence et à l'honnêteté, et notamment la blockchain répond extrêmement bien à ce système-là, puisque on a tout ce côté transparence, honnêteté que le citoyen à proprement parler recherche, et c'est avant tout le comportement social qui va créer l'économie. Souvenez-vous, c'est le social qui fait l'économie, donc avant ça, il faut s'intéresser à comment socialement on pourrait penser pour savoir économiquement où est-ce qu'on pourrait aller. Et la corruption, ce genre de choses est de plus en plus cherché à être démantelé pour éviter que ça se reproduise et surtout sanctionner pour qu'on commence à vivre dans un monde transparent et honnête. Et encore une fois, ce système numérique, reprend parfaitement, à la différence du système bancaire qui était un peu plus ficelé, très complexe et donc très dur à démanteler. Là, on a vraiment un système numérique avec la transparence, honnêteté, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Et c'est ce qu'on va voir du coup par la suite, en quoi ça va nous intéresser aussi que ce système soit plus efficace. Alors je vous présente les travaux de Fisher, alors du moins une toute petite partie parce que ce monsieur a fait énormément de choses dans sa vie, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la finance et l'économie en règle générale. Fisher, il avait une théorie, et du moins grossièrement c'est ce qu'elle en ressort, c'est que pour lui, au plus tu arrives à faire tourner la masse monétaire et au plus tu arrives à faire produire ton économie. Donc en fait pour lui, au plus les gens arrivent à consommer rapidement et au plus ça va augmenter la productivité des entreprises parce qu'elles seront amenées à du coup avoir une demande qui peut être beaucoup plus rapide, et donc elles seront obligées entre guillemets à produire aussi de façon beaucoup plus exponentielle. Et donc, en fait, quand tu reprends les anciens systèmes, comme on avait expliqué avant, quand, par exemple, au 19e siècle, tu n'avais pas forcément d'argent sur toi pour manger, et tu mangeais pas. Alors que, aujourd'hui, au 21e siècle, tu as Apple Pay. Donc, sur ton téléphone, tu n'as pas d'argent sur toi, mais tu as la carte bancaire qui fait que, donc ce système bancaire, donc avant c'était le système monétaire où tu n'avais pas cet argent sur toi, donc tu ne pouvais pas forcément consommer beaucoup. Et maintenant, tu as le système bancaire où Apple Pay et c'est rapide. Là, par exemple, tu augmentes la productivité. Tu crées un peu, entre guillemets, de la surconsommation. Tu facilites la consommation, la dépense, la rotation, du moins de la masse monétaire. Ok ? Donc maintenant, si on passe sur un système numérique, imaginez-vous que là actuellement, par exemple, vous êtes, un grand magasin et vous avez besoin de récupérer vite fait de la cam, et malheureusement, votre fournisseur, par manque de confiance en vous, il vous dit faut payer avant. Et donc vous, forcément, vous allez lui faire ce fameux virement ou un chèque ou quelque chose, un moyen de paiement qui va forcément avoir peut-être une latence. Une latence peut-être de 24 ou 48 heures. C'est une petite latence, mais ça reste une latence quand même. Imaginez-vous maintenant repasser dans un nouveau système où ce système permettrait un virement instantané, où le commercial, le fournisseur qui n'a pas forcément confiance en vous, vous dise
tu me fais un virement instantané, et puis moi je t'envoie la com, et puis hop, c'est fini. Dans la soirée, tu peux récupérer la marchandise et tu peux revendre le lendemain. Ce qui fait que tu vas vendre encore plus et tu vas générer beaucoup plus de profits rapidement. Ce qui est pareil en soi avec les transactions financières, etc. Alors évidemment, ce passage du système bancaire au système numérique, il est plus révolutionnaire à certains secteurs qu'à d'autres, mais dans l'ensemble, il reste quelque chose qui permet d'augmenter la rapidité de la rotation de la masse monétaire et donc de la faire circuler beaucoup plus rapidement. Et c'est ça qu'on recherche et c'est ce qui va faciliter aussi la croissance des PIB et ce qui va redonner un nouveau dans l'économie. Donc forcément, si le nouveau système se met en place, il y a un nouveau monde un peu qui s'ouvre à nous et surtout une nouvelle dynamique. Alors il faut vraiment aller plus loin que ce simple système numérique, puisqu'en fait quand on a eu l'intégration du système bancaire dans notre économie, ça nous a aussi permis de développer lourdement la classe active des actions, puisque grâce à ça, le prêt était beaucoup plus simple, les entreprises avaient plus de facilité à se dynamiser, et de ce fait-là, l'actionnariat était de plus en plus intéressant, et bien là c'est pareil, en favorisant ce système numérique, on va favoriser la classe active des crypto-monnaies et cette classe d'actifs est très intéressante puisqu'encore une fois, elle répond à un problème de rendement qu'on va connaître dans les prochaines années, dans les prochaines décennies et leur performance permettra de couvrir encore une fois ces taux d'intérêt exorbitants et Bitcoin a sa place majeure dans cette transition, on va dire, économique puisqu'encore une fois, il est le représentant parfait du système des crypto-monnaies, de la croyance de la blockchain et du moins de l'engouement qu'on met autour de ce nouveau système numérique. Donc alors le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, il se présente un peu comme ça, on a le dollar qui influence énormément les actions, d'accord ? Si aujourd'hui le dollar, on se retrouve dans une situation d'hyperinflation et que forcément on est obligé d'augmenter les taux, etc. pour réguler le dollar, et bien indirectement on influence le marché de l'actionnariat puisque on va désintéresser, on va dire, les investisseurs à aller s'exposer sur les marchés financiers puisqu'ils savent que les entreprises auront de plus en plus de difficultés à se développer si les taux d'intérêt sont hauts, etc. Et donc le dollar influence indirectement les actions de par la valeur qu'il exprime sur l'instant T dans l'économie. Eh bien, on pourrait se projeter d'ici 2040 à une vision qui est similaire avec Bitcoin et les crypto-monnaies, puisqu'en réalité, c'est Bitcoin qui va mesurer ou non la fiabilité et la croyance qu'on aura dans les crypto-monnaies. Forcément, si Bitcoin se retrouve à des situations où il est coté extrêmement bas dans une période où il ressort d'un bear market, eh bien, on peut s'attendre à des crypto-monnaies qui, elles aussi, ont connu quand même une période assez baissière en règle générale, puisqu'en réalité, elle aura influencé la confiance et du moins le placement en lui-même, l'écosystème des crypto-monnaies aura été influencé par Bitcoin. Et donc vice-versa à l'inverse, quand on s'approchera dans des périodes où on pourrait avoir des expansions de Bitcoin causées par le bull run, on va y venir juste après avec ce principe d'halving, etc. Eh bien, on pourrait avoir un ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies qui se sentirait alors plutôt à ce moment-là bullish. Et donc on aura une réelle influence de Bitcoin par rapport à l'ensemble du système des crypto-monnaies. Et c'est donc pour ça qu'il peut servir d'instance de régulation, puisqu'en fait indirectement le dollar qui du coup est influencé par les taux d'intérêt influence le marché de l'action, et bien là c'est pareil, Bitcoin qui pourrait influencer la masse monétaire globale des économies, et bien pourrait aussi influencer cette classe d'actifs qui sont les crypto-monnaies. Ce qui va permettre de toujours garder un actif haussier, puisque en réalité, si vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le Nasdaq continue de monter ? Qu'est-ce qui fait que cet actif-là est quand même toujours exponentiel et permet toujours d'avoir cette croyance autour du dollar et autour de cet espoir de toujours faire de la plus-value avec les actifs américains ? C'est la Fed, d'accord ? Elle promet d'injecter toujours plus. Eh bien, Bitcoin, on va faire l'inverse. Et c'est ça qui est intéressant avec le halving, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui va faire que le Bitcoin pourra toujours quand même être porté à des hauts de plus en plus hauts, malgré encore une fois des périodes très cycliques qu'on va retrouver massivement sur le Bitcoin, qui vont être répétitives et qui vont permettre à chaque fois de réguler l'économie tranquillement. Eh bien, c'est ce concept de halving, de tous les 4 ans, diviser l'offre par 2 de minage et du coup permettre de créer de la rareté de façon exponentielle à l'actif. Alors évidemment, forcément, au bout d'un moment, on touchera à une fin. Alors on sera plutôt dans les années 2100 quelque chose, on a le temps. Mais d'ici là, le SEM fonctionnera très bien. Pourquoi ? Parce qu'on y mettra un déséquilibre de temps en temps, tous les 4 ans. On ira créer une pénurie d'offres, ce qui fera que l'actif de lui-même s'améliorera, prendra en valeur et c'est ce qui justifiera des cycles d'intérêt sur le marché tous les 4 ans et c'est ce qui permettra de réguler
de façon cyclique et de façon, on va dire, logique, la masse monétaire en règle générale, en comprenant les entrées de capitaux, tout en comprenant aussi les sorties de capitaux. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir mieux réguler le marché. Ce concept de halving est complètement révolutionnaire parce qu'en réalité, il fait l'inverse de la planche à billets. Au contraire, au lieu de toujours être dans une situation où on va demander toujours plus et donc aller chercher un côté, on va dire, exponentiel dans l'impression, mais au contraire, on va créer de la rareté, on va créer de la valeur autour de ça. Et du coup, forcément, ce mécanisme, encore une fois, de pénurie qui va s'opérer sur le marché va réguler automatiquement le marché à la hausse, ce qui va créer du rendement automatiquement. En fait, les bitcoins qu'on va émettre constamment vont se transformer en dollars et cette ou du moins en monnaie, et cette justification possible, c'est parce que on émet toujours de l'offre, et ce qui va permettre de ne pas avoir d'euphorie dans cette création d'offres, c'est de le réguler à chaque fois en diminuant par 2 tous les 4 ans cette capacité de productivité de l'offre qu'on pourrait convertir par la suite en monnaie. Et donc ça permettrait de canaliser aussi cette masse monétaire qui gonflerait de façon, on va dire, de plus en plus minime, puisqu'en réalité il sera de plus en plus à chaque fois de créer de l'offre qu'on pourra convertir derrière en monnaie, et donc le Bitcoin de lui-même permettra de réguler automatiquement l'économie grâce à ce halving, encore une fois, qui se répétera par cycle de 4 années, et c'est ce qui permettra de mettre une logique et du moins un cycle cohérent dans l'économie. Donc pour conclure, et je terminerai avec cette phrase qui résume bien un peu tout ce qu'on a abordé tout au long de cette vidéo, Bitcoin est une instance de régulation monétaire mondiale car il est source de rendement général, donc que ce soit les Asiatiques qui investissent dessus, les Européens, les Africains, les Américains, on est tous allés spéculer sur le Bitcoin, notamment en plus aller chercher ces impulsions haussières que, je vous le rappelle, on peut avoir grâce à ce halving, permettant d'impliquer suffisamment de volume pour influencer la masse monétaire mondiale. En fait, il va y avoir tellement d'intervenants et il va tellement y avoir de masse dans Bitcoin qu'il pourra influencer en fait la masse monétaire des économies, donc que ce soit du dollar, de l'euro, de la monnaie des BRICS à l'avenir. Enfin voilà, toutes les monnaies pourront être influencées grâce au rendement que le Bitcoin y générera de par son objectif d'exponentialité par rapport, voilà, encore une fois, à son offre qui va être divisée par 2 de tous les 4 ans, etc. Et tout ce côté avec de demandes supplémentaires qui vont arriver sur le marché, vous avez aujourd'hui une possibilité de pouvoir, grâce à les encours que vous allez générer en plus-value potentielle ou non, de réguler la monnaie ou non. Et voilà, donc vous allez avoir, grâce à cette demande qui va arriver sur le marché, grâce à l'influence que BlackRock va opérer, en fait Bitcoin en réalité c'est BlackRock. Pour moi la grosse image, pour vraiment bien conclure avec ça, la grosse image que j'ai avec Bitcoin, c'est qu'en fait derrière ça va être BlackRock qui va contrôler énormément le marché et qui va en fait réguler à sa guise la valeur de notre monnaie par rapport à ce qu'on y génère dans Bitcoin. Donc c'est à dire que voilà, on aura des périodes très florissantes où en fait on gagnera tous beaucoup d'argent parce qu'on aura le Bitcoin qui sera très haut, etc. Les rendements à venir seront très fructueux, etc. Et on aura des temps un peu plus de crise où là le Bitcoin sera plutôt dans une période de retracement et les rendements s'affaisseront, il y aura de moins en moins de rendements et surtout l'argent passera d'une balance à une autre, la balance des BRICS qui serait plutôt alors acheteur sur le long terme de ce marché à la balance américaine, parce que pour moi voilà, JP Morgan, tout ce qui autour de Vanguard, même BlackRock, pour moi ce sont des fonds qui vont plutôt chercher à spéculer massivement à beaucoup d'occasions à la vente pour aller faire effondrer le prix et surtout profiter d'une grosse plus-value, puisque forcément en jouant à contre-courant comme ça, les bénéfices que vous allez tirer derrière sont juste extraordinaires. Donc voilà, je vous laisse avec ça, j'espère que dans l'ensemble j'ai été assez clair. N'hésitez pas à revisionner la vidéo si jamais pour vous c'est pas toujours au point sur certains aspects. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, c'est votre avis qui va être aussi très intéressant à étudier. En attendant, on peut se retrouver sur Instagram, move-echo, c'est là où voilà, j'ai commencé à tout théoriser. C'est aussi ce soutien que j'ai eu de Instagram qui m'a motivé à vraiment faire cette vidéo en intégralité. Donc n'hésitez pas à me solliciter sur Instagram si vous avez des questions autour de l'économie, ce genre de choses. Je suis très actif là-bas et on se retrouve pour une prochaine vidéo.